Et bonjour. Donc aujourd'hui, on est le lundi 2 février et je vais vous présenter un petit peu déjà mon chien qui s'appelle Kobe, qui est là, voilà, qui vient de dire bonjour à la caméra. Et en plus, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie assez intéressante qui sont les agents, les MCP et les agents autonomes du style OpenClaw. Donc voilà, c'est parti. Alors bon, j'ai mon chien qui a la main sur ma souris. On va la laisser un peu faire sa vie. Voilà, c'est bon, ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est les agents, c'est quoi déjà? Les agents, c'est important de savoir. Les agents, ça va être tout simplement un petit bout de code complètement autonome qui va pouvoir utiliser des outils, les outils que vous allez lui définir, pour exécuter une tâche sans euh, avoir besoin de vous, en fait, hein, tout simplement, totalement autonomement, de façon autonome, et qui va pouvoir être déclenché par des événements ou pas. Donc, moi, les premiers agents que j'ai utilisés, vu que j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes que j'utilisais GitHub Copilot Pro, c'était d'utiliser les agents GitHub. Donc, les agents GitHub, ils sont assez intéressants. Ils sont déclenchés, eux, sur des événements. Donc, on va pouvoir, par exemple, déclencher un GitHub Workflow ici sur un ticket qui a été ouvert. Lui va essayer donc un ticket de bug, par exemple, qui va être ouvert sur votre GitHub. Un ticket va être créé sur votre repo GitHub. Le GitHub agent va récupérer le ticket, va analyser le code et il va générer un fixe. Il va créer une nouvelle branche, il va faire un commit et il va vous faire une PR, une pull request. Là, c'est la fin de l'agent. C'est là où d'un coup l'humain revient en compte pour vérifier, approuver ou pour demander des changements sur cette PR. Donc ça, le GitHub agent, on peut appeler ça un développeur junior que vous allez pouvoir appeler à certains moments. Les cas les plus sympas, moi, que j'utilise, c'est ça. C'est par exemple pour générer des tests unitaires sur un ticket que vous avez déjà fait ou des bugs de dépendance. Voilà. Souvent, vous allez avoir sur votre ordinateur en local des dépendances que vous n'avez pas forcément installées dans votre requirement.txt ou dans votre fichier JSON pour du NPM. Mais pour moi, voilà, les limites de ça, c'est que ça agit vraiment sur un projet en particulier. Ça n'a pas de mémoire de comme la façon dont il a travaillé avant, ni de vrai contexte global du projet, etc. À la différence des nouveaux outils autonomes, donc avant ça s'appelait Moldbot, etc. Mais maintenant ça s'appelle OpenClaw. OpenClaw, l'architecture d'OpenClaw, c'est que vous allez avoir d'abord en fait un réseau social, un réseau de chat, WhatsApp, Telegram, Discord, Signal, qui lui va devoir pouvoir communiquer directement avec cet agent autonome, qui, donc moi je l'ai appelé Gérard, qui va récupérer tout le contexte dans un fichier sol, donc un fichier am.md, et qui va récupérer toute la mémoire de ce qu'il a fait avant dans un fichier memory. Lui va pouvoir exécuter tout un tas de tâches en background et me répondre directement via WhatsApp, Discord, etc. Donc l'intérêt un peu intéressant, l'intérêt de tout ça, c'est de garder un contexte illimité, de pouvoir utiliser tout un tas d'outils vu qu'il exécute ces outils sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur sur lequel vous avez intégré cet agent autonome. Ça peut être sur un VPS ou sur un autre ordinateur. La grande mode, c'est les Mac mini en ce moment sur Twitter. Beaucoup de gens achètent des Mac mini pour pouvoir faire tourner leur OpenClaw. Dans l'idée, ça va vous permettre de faire des choses du genre vérifier les mails, rappel calendrier, la météo du jour. Voilà. Bon, moi, je suis très peureux en termes de sécurité là-dessus. C'est-à-dire que vous imaginez un agent autonome, donc un agent
qui répond à vos messages WhatsApp, mais qui peut agir complètement à 100% sur votre ordinateur. Par exemple, l'un des plus gros problèmes qui peut arriver, ça peut être de vous, dans une commande, de dire n'importe quoi. Vous parlez d'un projet en particulier, vous lui dites supprime-moi les tests unitaires. L'intelligence, ça va un petit peu halluciner, elle va vous supprimer tous les tests unitaires de tous vos projets. Pareil, si vous avez des clés API Gmail à l'intérieur, des clés API de tokens de certains API que vous utilisez directement connectés avec OpenClaw, le danger, il est assez énorme pour vous que si quelqu'un prend le contrôle de votre VPS, s'il est connecté sur votre VPS ou quoi, d'un coup avoir accès à l'intégralité de vos clés. Donc voilà. L'agent autonome et le Life Assistant, comme ils appellent ça, a quand même des trucs vraiment sympas, hein, le côté 24/24, le côté memory, etc. Mais il a aussi le côté méga dangereux, etc. Donc, et on peut faire aussi des cas hybrides, hein. Donc ça, c'est vrai que je l'avais noté là, c'est intéressant. On va pouvoir dire, par exemple, que l'assistant, je vais lui envoyer sur WhatsApp, crée-moi une issue GitHub, et lui va appeler l'agent GitHub. Il va me générer l'APR, etc., tout en gardant vraiment la sécurité d'être à l'intérieur de GitHub et de me faire une pull request. Et ensuite, je vais être notifié de la pull request, et moi, sur mon ordinateur, je vais directement aller la voir. Ça va être amené à être énormément évolué. C'est vraiment, les modèles, ils sont pour moi plutôt stables et on n'a pas des changements dramatiques de modèles dans les derniers mois. Par contre, on a des changements de workflow et des changements d'agents qui sont, eux, vraiment assez dingues dans les derniers mois. Et OpenClaw, c'est un très bon exemple. OpenClaw, c'est un projet qui est complètement open source et qui a été aussi généré par de l'IA, hein, ce qui aussi provoque des problèmes de sécurité, mais qui, pour moi, va complètement révolutionner le système petit à petit, hein. Et il va falloir faire très attention parce que si votre CEO le setup sans avoir aucune connaissance de sécurité ni aucune connaissance technique, il va juste leak l'intégralité de vos données sur Internet et donc mettre votre entreprise la clé sous la porte le lendemain. Donc moi, j'ai fait un protocole un peu entre les deux, et surtout un protocole que j'essaie de faire le plus sécurisé possible. Donc au début, moi j'ai commencé juste avec les GitHub Agents et j'ai bossé avec les GitHub Agents pendant plusieurs mois, c'était très très bien. Sur mon Slack, j'ai connecté un GitHub Agent et je lui demande des fois sur tel projet, je lui dis bah vas-y, fais-moi une pull request, donc fais-moi par exemple, j'ai un bug sur la page profil, le mot de passe ne marche pas, vas-y, essaye de le régler. Donc lui, il va directement sur le GitHub Agent, comme si qu'on utilisait Visual Studio Code, sans par contre avoir la partie plan avant, donc vous le lancez un petit peu aussi dans le flou total, et il va vous générer une pull request. Moi, je trouve que ça marchait plutôt bien pour la partie documentation et aide. C'est-à-dire que moi, j'avais la veille codé un truc avec Claude via Visual Studio, et je lui demandais sur Slack de me dire vas-y, documente-moi ce qu'on a fait hier, fais-moi des tests unitaires, et ça marche plutôt bien. Là, maintenant, je suis dans un autre type de setup j'ai toujours mon Slack avec mon GitHub Agent, mais j'ai aussi qui est connecté, qui va pouvoir, le gros avantage, bosser sur plusieurs projets d'un coup et pouvoir bosser 24 heures sur 24. Donc, voilà. Donc par contre, pour pouvoir sécuriser tout ça, moi je laisse pas du tout OpenClaw agir sur mon ordinateur en entier. Je le laisse pas exécuter les scripts Python qu'il veut sur mon ordinateur. Premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai dockerisé. Donc je l'ai mis sur un Docker spécifique à lui, et je lui ai donné un seul dossier. Voilà, c'est le dossier qu'on est là actuellement dans notre Visual Studio Code, c'est le dossier OpenClaw Files, qui est un dossier partagé entre lui et moi. Il ne peut écrire que dans ce dossier-là. Il ne peut lire que dans ce dossier-là.
Et donc, ça va un petit peu déjà protéger un petit peu le reste de mon ordinateur. L'avantage de Docker en plus, c'est que je vais pouvoir le shutdown très facilement avec Docker Desktop. Et je vais vraiment pouvoir un petit peu tout utiliser. La plus grosse problématique d'un agent autonome, c'est que vu que il agit tout le temps, 24 heures sur 24, comment il agit déjà? Il a ce qu'on appelle un heartbeat, qui est en fait une boucle cron, un appel cron qui va se faire toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, il va rentrer dans une fonction, dans du code et il va se demander est-ce que j'ai des choses à faire? Pour se demander s'il a des choses à faire, il va souvent analyser des fichiers .md, tout ça, ça va vous utiliser énormément de tokens. Là, on a un petit calcul à peu près qui est de 150 000 à 300 000 tokens par jour. Donc, ça peut être assez immense. Donc, c'est assez dangereux. Moi, j'ai l'avantage avec GitHub Copilot Pro, d'avoir certains modèles, on peut les voir ici, qui sont entièrement gratuits et qui sont plutôt fonctionnels. Donc moi, je lui ai fait une petite configuration hybride en fait, où 90% du temps, il va me répondre avec les modèles gratuits. Le Heartbeat, il va le faire avec des modèles gratuits. GPT-4o, par exemple, est très bien. Et par contre, si j'ai besoin de là lui faire des tâches un peu plus complexes, qui vont demander vraiment de la réflexion, là, je vais lui faire utiliser des tokens. Et ça va permettre, en gardant l'abonnement un peu de base GitHub Copilot Pro, de, de garder quand même un regard sur ses coûts. Au début, moi, je voulais vraiment rien payer. Je voulais avoir un agent autonome, mais je le voulais complètement gratuit. Oyama, donc comme je vous l'ai présenté dans la vidéo d'avant, pour moi, c'était vraiment le truc idéal pour ça. Mais malheureusement, les tentatives que j'ai faites, pour l'instant en tout cas, j'ai eu pas mal d'erreurs. Donc souvent, les erreurs que j'ai eues, ça a été quand j'utilisais des modèles codeurs, par exemple, donc Coder ou des choses comme ça, euh, elle n'était pas capable de me répondre de façon humaine. Elle me renvoyait du JSON ou elle me renvoyait des batchs complets, etc. La deuxième erreur que j'avais, et qui était la plus grave entre guillemets, c'était pour l'utilisation d'outils. Donc ça, on verra ensuite avec les MCP un peu ce qu'on parle quand on parle d'outils. Mais par exemple, si j'avais besoin de lui demander un rappel dans 10 minutes, elle était vraiment en galère pour le faire parce qu'elle répondait pas exactement ce que OpenClaw voulait qu'elle réponde via le format OpenAPI Response. Les cas où ça marchait, c'était avec des méga modèles locaux. Mais moi, j'ai un GPU de 14 Go, j'arrive à faire tourner des modèles de 30 à peu près, en mixant mon GPU et ma mémoire hors GPU. Mais c'était un peu lent, c'était encore un peu fail, etc. Donc j'ai dû être obligé d'aller vers un modèle payant, vers GitHub Copilot pour pouvoir réaliser ça. Mais je pense que ça va arriver rapidement d'avoir des outils locaux pour des agents autonomes, 24/24, surtout des assistants IA. Euh, donc ça va arriver, je pense. C'est juste que les modèles, ils sont pas encore complètement faits pour ça et que peut-être que c'est Oyama le problème. Je vais refaire une passe avec OpenLLM et avec d'autres surcouches de modèles locaux pour voir. Donc ça, c'est encore un peu en suspens, mais je trouve que c'est intéressant quand même de se dire que bon, au final, on aura tout en local, on n'enverra rien au cloud. Ça va arriver. Je vais encore rappeler quelques dangers d'OpenClaw des agents autonomes et des assistants sur votre ordinateur. Il peut exécuter des commandes shell, il peut lire et écrire n'importe quel fichier, il peut envoyer des mails en votre nom, il peut poster sur Twitter, LinkedIn, il peut modifier ton code kit et push, il peut gérer tes finances, il peut contrôler ton IoT. Voilà, donc ça, c'est tout ça si bien sûr vous le laissez faire.
si vous lui laissez le contrôle total, tous vos API, etc. Moi, ma protection, c'était déjà donc de l'isoler complètement sur un Docker. Il peut rien faire en dehors de ce fichier-là. Moi, mon idée pour l'instant, c'est de lui donner aucune clé d'API. Je lui donne pas mes clés Gmail, je lui donne pas mes clés Google, je lui donne pas mes Twitter et LinkedIn. Par contre, je peux lui demander, si je suis intéressé, et ça je vais vous montrer après, de faire du scrapping à la place. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir mon nombre d'abonnés YouTube, j'ai pas forcément besoin de générer un truc qui est connecté à mon API YouTube et mon API Google. Je peux lui demander d'aller sur le site de YouTube, d'imprimer la page et de me dire combien j'ai d'abonnés. Donc voilà. Un kill switch, ouais, ça c'est hyper important si vous avez un agent autonome qui tourne 24/24, de toujours avoir un kill switch, quoi, d'avoir un bouton off à un endroit. Moi, c'est sur mon Docker desktop, de lui dire, bah non, non, là on arrête tout, quoi. Là, on appuie sur stop et on arrête tout. Moi, je l'éteins la nuit d'ailleurs en plus parce que j'ai pas forcément d'intérêt pour l'instant que mes agents travaillent la nuit. Ça va arriver un petit peu, je vais vous montrer un peu quand même ce que j'ai fait avec, c'est sympa. Et à chaque fois que je vais ajouter un nouveau skill, donc à chaque fois que je vais ajouter une nouvelle compétence de mon agent autonome, je vais lui demander de bien faire attention qu'elle accepte qu'à des API publics, qu'elle a pas de commandes destructives, donc pas de RM, pas de DEL, qu'elle ne lit pas des fichiers sensibles et qu'elle n'envoie pas de données privées. Ça, c'est mes règles de tous mes skills. Alors, le fait de pouvoir lui parler avec WhatsApp ou avec Telegram, pour moi, c'est un gadget qui est bien, mais qui est utile, voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais je trouve que c'est plutôt sympa pour des petits outils ou des petits trucs. Donc là, on va relancer OpenClaw et on va vous montrer un petit peu en direct ce que j'ai fait pour l'instant et les skills que j'ai fait pour l'instant. Donc moi, j'ai utilisé des skills qui existent déjà de base un petit peu dans OpenClaw, mais j'ai aussi généré mes propres skills que d'ailleurs je ne partagerai pas, hein. Je pense que chacun doit créer ses propres skills par rapport à ses use cases. Et c'est très simple à faire, je vais vous montrer. Donc j'ai créé un petit bot qui s'appelle Gérard l'Assist et ce bot est en fait connecté à mon interface OpenClaw qui est sur mon ordinateur. Euh, et en fait, je vais tout simplement le parler. Je vais créer une nouvelle session, on n'est pas obligé, mais c'est pour vous montrer. Quand on va créer une nouvelle session, il va nous dire sur quel modèle on est et il va me dire bonjour, etc. Moi, la première commande que je vais créer une nouvelle session. Et par exemple, dans ce que je lui ai demandé de faire, je lui ai demandé de me connecter. Est-ce que mon serveur va bien? Donc via WhatsApp ou via Telegram, je vais pouvoir lui demander tout simplement, est-ce que mon serveur va bien? Il va me répondre, tout va bien avec mon serveur. Bon, ce qu'il fait là, c'est tout con. J'ai une API else sur mon serveur. Et lui va voir cette API else. Et dans cette API else, il va juste se connecter à l'API et si elle répond le JSON correct, et ben, il me dit tout va bien. Si elle répond pas le bon JSON, il me dit que tout va pas bien. Et le deuxième petit skill que je lui ai demandé, c'est de se connecter à YouTube. Donc comme je l'ai expliqué avant, j'utilise pas les API. Euh, je lui ai demandé combien j'ai d'abonnés sur YouTube. Lui, il va me dire j'ai 13 abonnés sur YouTube. Donc ça permet juste de se connecter. Il va scraper la page, il va se connecter. Comment ça fonctionne? Et c'est ça qui est plutôt cool avec OpenClaw. Je pense que ce genre d'outil, c'est très codable très facilement soi-même. Mais OpenClaw, il va vous faire en gros l'abstraction qui va être assez sympa. Donc là, on a les dossiers OpenClaw qui sont partagés. Dans ces fichiers qui sont partagés, on va commencer avec le tout premier qui est ici. On ira sur les skills un petit peu plus tard, mais je vais commencer par user.md. User par MD, ça va être qui je suis moi. Et ça va être la façon dont on va se parler ensuite quand on va discuter. Donc j'ai mis mon prénom.
ma time zone, où je suis, qui je suis, mes projets, la façon dont je veux qu'on communique. Bon ça, c'est pas très important, mais lui va toujours me parler de cette façon-là. Il va y avoir un deuxième ensuite qui s'appelle tools, qui lui va définir, la façon, les choses uniques un petit peu de mon setup. Donc moi, par exemple, ça je vais vous montrer après, j'ai un skill qui est un peu plus compliqué, qui partage une base de données entre moi et l'intelligence artificielle et donc je lui demande comment exécuter cette cache-là, tu vois? Cette tâche-là. Mais vous allez par exemple pouvoir lui dire, c'est pas les vraies données qui sont ici, hein, n'essayez même pas, mais de lui dire quelle caméra vous préférez qu'il utilise, quel SSH se connecter. Si vous lui demandez d'utiliser une voix, quelle voix il préfère que vous l'utilisiez, qui et cetera, et cetera. Tous les fichiers que vous allez mettre dans les tools.md ou dans user.md, quand il va se charger, il va les enregistrer dans son contexte et donc il va les utiliser ensuite pour toutes vos commandes que vous allez faire. Ensuite, il y a un peu la petite partie gadget, mais quand même un peu marrante, de OpenClaw, qui est Sol. Sol, en gros, non, Sol, ça va plus être la façon dont je veux qu'il me réponde, la façon dont l'âme est codée, entre guillemets. Donc je lui ai demandé par exemple de toujours être en désaccord avec moi. Les choses privées doivent rester privées, etc. Là, je crois que le truc est quasiment le truc de base, sauf un petit peu ce que je lui ai demandé. Par exemple, je lui ai demandé que quand on parle de projet, en fait, on va parler du tableau de tâches que j'ai fait avec lui. Ensuite, il y a l'identity.md. Bon, ça, c'est la partie gadget. C'est de savoir qui lui, il est. Donc voilà, vous allez pouvoir lui donner un nom. Moi, je l'ai appelé Gérard. Et vous allez pouvoir lui demander un petit peu sa vibe, la façon dont il communique. Moi, je lui demandais, par exemple, d'être hyper technique avec moi, s'il a un bug d'API et tout, de pas essayer de me parler comme un mec qui n'a jamais codé, mais de me donner vraiment des détails sur ce qui s'est passé. Je veux pas, voilà, je voulais pas qu'il me dise c'est génial, t'es génial et tout. C'est ce qui moi personnellement m'insupporte le plus avec les. Donc ça se voit, c'est très simple, c'est comme ça. Là on a le fichier Heartbeat, c'est tout ce que va exécuter l'agent autonome à chaque fois qu'il va faire une respiration, donc toutes les demi-heures. Ok, donc là on a l'agent.md qui lui regroupe un petit peu tous ces trucs-là et qui en plus permet de marcher avec GitHub et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc quand on veut créer un nouveau skill, par exemple le YouTube Stats, ce skill il est assez intéressant parce que je vais vous l'afficher en joli ici. Lui il va utiliser Agent Browser. Donc Agent Browser c'est un outil qui permet de se connecter à Internet via des lignes de commande. Il va récupérer les cookies YouTube pour éviter d'avoir la page du consentement en début. Il va faire une photo de ma page YouTube. Il va la parser. Il va pouvoir me dire le nombre de vues que j'ai, les dernières vidéos combien elles ont fait de vues et mon nombre d'abonnés. C'est clairement un gadget, mais le fait que ça soit décrit dans un fichier comme ça, .md, fait qu'en fait l'IA est très capable de générer ses propres skills. Vous lui dites ce que vous voulez, moi je voulais mon nombre d'abonnés, mais je voulais pas utiliser d'API. Il m'a dit tu veux ton nombre d'abonnés, tu veux pas utiliser d'API, et ben on va scraper. Et on a scrappé. Et le deuxième qui est le serveur else, voilà, j'ai une petite API sur mon serveur qui va juste faire un curl et me répondre. Très très simple. Ensuite, je suis parti un petit peu dans une autre tâche qui, je pense, est assez intéressant et ça, je suis encore en train de travailler dessus. Après, je vous parlais des MCP et de la différence avec les trucs, mais ça, on va voir. Donc les MCP. Donc là, ouais. Donc moi, je me suis dit bon ben ok, j'ai maintenant un agent autonome. Je peux lui demander un peu de faire ce qu'il veut et de travailler quand moi je travaille pas, ou de travailler en parallèle de quand moi je travaille. Donc j'ai créé ce tableau Kanban qui est ici. Donc on a un tableau Kanban classique, backlog à faire encore terminé. Moi, je vais pouvoir lui générer une nouvelle tâche ici. Donc par exemple, on va le faire ici. Je vais lui demander génère-moi un fichier texte texte1.txt
Et là, dans la description, ça va être en fait le prompt qu'on va lui donner. Donc, je vais lui dire génère-moi un fichier txt 1.txt à la base du projet qui dit juste salut YouTube. Là, je vais lui dire que c'est une tâche faite pour l'IA. Et moi, j'ai setup en plus que je vais lui donner par rapport au seul dossier où il a accès, le contexte. C'est-à-dire que lui, il va s'exécuter dans le contexte de ce projet IA Task. J'enregistre cette tâche, je la mets sur Affaires. Et là, je vais aller dans mon petit bot Telegram et je vais lui demander quels sont mes projets à faire pour l'IA, par l'IA. Lui, il va exécuter la task et il va me dire voici les projets dans la catégorie affaires de ton Kanban. Il va me dire le JSON de tous les collèges du lycée, générer une documentation, générer un fichier texte.txt, c'est celui qu'on vient de faire à l'instant. Donc là, je vais lui demander exécute-moi le troisième. Hop. Là, il m'a généré le txt qui est ici. Il me l'a pas bien généré, hein, c'est pour ça que je dis que c'est encore en cours, mais il m'a généré un fichier txt ici, tel que je lui ai demandé, et normalement il va me déplacer la tâche aussi au bon endroit, dans en cours. En fait, l'idée c'est que je la mette dans en cours et qu'ensuite moi je puisse vérifier ce qu'il a fait, le commit, et ensuite là je le mettrai en terminé. L'idée c'est que l'IA soit que entre affaires et en cours, et je pense que j'ajouterai une colloque à vérifier. Et c'est celle-ci que j'ai vérifiée. Bon, on voit que c'est pas encore carré, je suis encore en train de bosser dessus, mais on a déjà la persistance de base de données entre l'IA et moi. C'est-à-dire que l'IA, dans son skill, elle va pouvoir exécuter, elle va en fait directement par ici exécuter des scripts Python ou elle-même faire du code Python pour pouvoir exécuter la tâche qu'il faut. Ça, voilà, c'est un cas très simple, mais dans le futur, l'idée, c'est que la liste des tâches à faire par l'IA, j'ai mon Heartbeat, donc toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, elle va aller regarder les tâches qu'elle a à faire. Elle va se dire, oh, putain, j'ai 22 tâches qui ont été rajoutées par l'humain. C'est parti. Et elle va générer ces tâches-là. Elle va me les mettre à vérifier. Et moi, je vais ensuite quand même, hein, toujours garder le contrôle, aller vérifier ces tâches-là pour les passer pour en terminer. Euh, Voilà, je pense que ça rend vraiment le truc très puissant. Et là, d'un coup, vous avez des développeurs juniors. Hein, ils sont toujours juniors quand même parce que vous devez pas faire confiance à 100% à ce qu'il fait. Hein. Ça, c'est ce que j'explique déjà depuis 3 vidéos. Mais par contre, vous avez quand même un truc autonome et puissant où vous allez juste connecter votre Kanban, vous allez générer des tâches et vous allez juste pouvoir aller vous coucher. Et le lendemain matin, bah, toutes les tâches auront été faites. Plus ou moins bien, hein, potentiellement, mais dans le futur, elles seront toujours de mieux en mieux. Et quand j'aurai assez de sous, déjà, je le ferai tout utiliser par Opus. Et Claude Opus est beaucoup plus puissant que le modèle que j'ai mis dans mon OpenClaw. Et donc, ça va générer, ou des modèles locaux puissants aussi, c'est ce que je préférerais que d'avoir Claude Opus en vrai. Mais je pense que ça, c'est quand même assez futuristique. Et en tout cas, j'espère que ça peut vous plaire. Je suis chaud de discuter avec vous de ça et des use cases possibles, mais moi je pense qu'il y a des use cases vraiment assez fous qui vont arriver là-dessus. Euh, donc attendez, je vais vous remontrer mon workflow ici. Et, euh, et dans l'idée, je pense que ouais, je pense on va vraiment avoir à un moment un ownership complet du projet, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai à peine commencé il y a 2 jours à OpenClaw. Je sais même pas, ouais, il y a 2 jours et c'était le week-end, hein.
J'ai généré déjà ces petites skills. Bon, elles sont pas toutes complètement fonctionnelles, mais bon, c'est quand même assez cool de me dire que déjà je peux récupérer un Kanban depuis mon Telegram, depuis mon téléphone, que je peux lui demander d'exécuter des tâches simples si j'ai besoin à distance. Bon, ça, je trouve que c'est pas non plus le truc le plus fou, mais c'est pas mal. Ou je peux le connecter à mon GitHub Workflow et je peux lui demander à lui d'exécuter des trucs. Pareil, j'ai fait sur Telegram, mais ça marche sur WhatsApp, ça marche sur Discord, ça marche sur Slack aussi. Bon, de toute façon, Slack, vous pouvez très bien, ça marche très bien, même un script Python pour Slack, hein, mais c'est pas mal d'avoir ce côté aller-retour, en fait, que ce qui est un peu nouveau dans OpenClaw et qui est intéressant, c'est que vous allez avoir cet aller-retour entre l'IA, votre ordinateur, ou en tout cas l'ordinateur sur lequel c'est stocké, et vous allez pouvoir déclencher certaines actions que vous avez configurées avant et que surtout vous avez sécurisé avant sur votre ordinateur pour pouvoir un peu générer. Par exemple, un des trucs, c'est que je ne peux pas, via mon bot, générer des nouvelles tâches. C'est seulement le logiciel Kanban qui est que sur mon ordinateur qui peut générer ces tâches-là. Donc, on a un petit peu une petite sécurité d'injection là-dedans, quoi. Il peut pas utiliser mon script qui exécute des tâches sans qu'il ait d'abord généré une tâche moi-même. Peut-être que dans le futur, si une fois qu'il a fait des tests de ce que je lui ai demandé, il est pas content, il créera lui-même une tâche pour lui-même plus tard. Voilà, ça commence à faire un petit peu peur, mais je pense que c'est quand même assez intéressant. Putain, on est déjà à 33 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais faire un peu des coupes dans la vidéo quand même, parce que c'est long, 33 minutes. J'avais dit 20 minutes par vidéo. Je parlerai du protocole MCP introduit par Claude une autre fois. Pour moi, c'est ça qui devrait être implémenté dans les agents autonomes au lieu des skills. Mais voilà, j'en parlerai une autre fois. Ça fait un peu trop long pour la vidéo. On se revoit demain pour une autre vidéo. Bye bye.